Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous, le 6e sur 7 conférences, donc l'avant-dernière conférence, pétrole, gaz et géopolitique. La prochaine, ce sera la Chine dans 3 semaines et nous clôturerons ainsi cette année et nous pourrons ensuite bénéficier de vacances bien méritées avec, j'espère, la liberté retrouvée. Donc, pétrole, gaz et géopolitique. Ça implique évidemment de revenir en arrière, comme toujours, mais sachez que j'ai fait des choix. C'est-à-dire que nous ne sommes pas que dans le pétrole et le gaz, mais aussi dans la géopolitique. Il faut faire un lien entre les deux. Et donc, il y a certains pays producteurs dont je ne parlerai pas, comme le Canada ou le Brésil, qui sont de gros producteurs de pétrole et ou de gaz, et dont je ne parlerai pas parce que ils ne sont pas au cœur des problèmes géopolitiques majeurs du moment. Et je parlerai bien davantage, évidemment, d'autres régions où là, ce sont des points chauds géopolitiques, quelquefois uniquement à cause du gaz et du pétrole, mais pas toujours. Bien souvent, c'est lié aussi à une position stratégique. Et on va se pencher là-dessus pendant cette petite heure, cette grosse heure même, puisque généralement, je dépasse, comme vous le savez, mais je sais que vous me pardonnez. Et donc, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire avec le pacte du Quincy. En réalité, ça n'est pas tout à fait le commencement. Si je voulais commencer par le commencement, il faudrait remonter bien en arrière. Et en tout cas, avec la ruée vers le pétrole de la fin du 19e siècle, certains d'entre vous sont sûrement, comme moi, des fans de Lucky Luke. Et vous vous rappelez peut-être de ce Lucky Luke qui s'appelait Ruée sur l'Oklahoma. Et l'Oklahoma était la première région pétrolière américaine, la première à avoir produit du pétrole de façon importante à la fin du 19e. Mais on ne va pas remonter jusque-là, ce serait très intéressant. Il s'est passé beaucoup de choses dans ces années 1880 jusqu'à 1945, mais il faut faire des choix. Et donc, je suis parti du pacte du Quincy. Je vais passer rapidement sur le pacte du Quincy. Nous en avons parlé au moment de la conférence sur les États-Unis. Et ce pacte du Quincy, vous vous rappelez la présence du roi d'Arabie Saoudite avec le président américain. Nous sommes en 1945. Franklin Roosevelt n'a plus que quelques semaines à vivre et il passe un pacte sur ce bateau américain, le Quincy, pour, en quelque sorte, faire un marché avec l'Arabie Saoudite, pétrole contre sécurité. Donc, pétrole contre sécurité, l'Amérique, qui à ce moment-là n'était plus producteur de façon autosuffisante, ni de pétrole ni de gaz, mais le gaz était moins important en 1945, c'était surtout le pétrole qui comptait. Une armée ne pouvait pas fonctionner sans pétrole et on sortait de la guerre de 1945, donc on était très sensible à cet aspect militaire et bien sûr les transports se faisaient majoritairement à base de pétrole. Donc il fallait absolument que l'Amérique sécurise son approvisionnement en pétrole, d'où ce pacte passé avec l'Arabie Saoudite qui bénéficiera en échange de la protection militaire américaine sans faille. La contrepartie, évidemment, c'est que les grands trémolos américains sur les droits de l'homme, la démocratie, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et compagnie, eh bien, on a mis ça sous le tapis parce que c'est un peu gênant concernant l'Arabie Saoudite, qui est un des régimes les plus islamistes et les plus tyranniques de la planète. Il ne fait pas bon être autre chose que sunnite, musulman sunnite en Arabie Saoudite. Mais on a mis ça sous le boisseau parce que le plus important, c'est la sécurité de l'approvisionnement en pétrole des États-Unis. Et donc ce pacte avec l'Arabie Saoudite scelle en quelque sorte l'importance majeure, fondamentale du Proche-Orient. Un autre pays est tout aussi important que l'Arabie Saoudite, non pas seulement pour le pétrole, mais aussi pour le gaz. C'est un biproducteur, l'Iran. Alors que l'Arabie Saoudite, elle, est un monoproducteur. Elle n'a quasiment pas de gaz, et donc tout est autour du pétrole. Et donc l'autre grande puissance rivale, vous vous rappelez, on en a parlé au cours des conférences de l'année dernière et aussi au cours de cette année, que l'Iran est une grande puissance musulmane, mais chiite, et non pas sunnite. Et donc l'Arabie Saoudite est le pôle sunnite du Proche-Orient, tandis que l'Iran est le pôle chiite du Proche-Orient. Ça les met en concurrence frontale. Concurrence frontale parce que chacun considère l'autre comme un hérétique. La réconciliation
est absolument impossible. Le monde musulman est profondément divisé. C'est plus qu'une division, c'est une faille très très profonde et qui, à mon avis, les pronostics sont toujours très dangereux, mais à mon avis, ne sera jamais comblée. Et donc, il se passe quelque chose de très important dans cet Iran en 1953. 1953, il y a un Premier ministre. Ce Premier ministre, vous le voyez là, porté en triomphe par la foule iranienne, s'appelle Mossadegh. Et Mossadegh, en 1953, prend une décision inédite. Il nationalise le pétrole. Jusqu'à présent, lors du partage du Proche-Orient entre les grandes puissances coloniales de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire la France et la Grande-Bretagne, eh bien, l'Iran était plutôt dans la sphère d'influence. Ce n'était pas une dépendance aussi forte parce que le Perse est fier et on ne l'a jamais tout à fait colonisé. Et donc, ça n'était pas un protectorat ni un mandat comme la France a eu sur la Syrie ou le Liban ou comme l'Angleterre a eu sur l'Irak ou la Jordanie. Donc c'était un petit peu à part cet Iran. Mais malgré tout le pétrole découvert en Iran au début du siècle, dans les années 1900, a été découvert par les Anglais, exploité par les Anglais. Et donc, en échange de cette exploitation que les Iraniens n'étaient pas capables de faire à ce moment-là. Maintenant, bien sûr, ils ont rattrapé le terrain perdu, mais ils n'étaient pas capables à ce moment-là d'exploiter le pétrole qu'ils produisaient, qui était produit dans leur pays. Et donc, cet accord avec les Anglais était non pas complètement un accord de dupes, parce que les Anglais quand même leur donnaient de l'argent, leur donnaient une partie du pétrole, mais malgré tout, ce sont les Anglais qui maîtrisaient tout le processus de production, de distribution, de transport de ce pétrole et de ce gaz. Et donc, en échange de ça, ils donnaient une grande partie, la moitié à peu près, de ce qu'ils gagnaient au pays, à l'Iran, au régime iranien, qui était à ce moment-là le régime du Shah d'Iran. Mais le Shah d'Iran avait un rôle plus effacé qu'il n'aura ensuite. Et donc, vous aviez un courant nationaliste iranien qui considérait que c'était tout de même très injuste. Et que, au fond, pourquoi c'était des compagnies anglaises qui organisaient, géraient, prenaient toutes les décisions, sans même demander l'avis, finalement, du gouvernement iranien. Et donc Mossadegh, qui était un nationaliste iranien, a estimé que c'était inacceptable. Il nationalise le pétrole en 1953. Et le Shah d'Iran, le souverain, quelque sorte d'empereur, à ce moment-là, quitte l'Iran. Le Shah était très ami des anglo-saxons, aussi bien des Anglais que des Américains. Il n'a pas accepté cette nationalisation du pétrole décidée par Mossadegh, mais il savait aussi que Mossadegh était porté par un courant nationaliste du peuple iranien extrêmement fort, extrêmement puissant. Et donc, cette nationalisation du pétrole était vraiment extrêmement populaire à ce moment-là, en Iran. Alors, les Anglais s'en vont en quelque sorte, en tout cas dans un premier temps se laissent faire. Le Shah d'Iran s'en va, il dit qu'il ne s'en va pas, mais qu'il va réfléchir un petit peu plus loin. En réalité, c'était quand même bien une sorte de fuite. Et les Américains vont mettre la main à cette occasion sur le Proche-Orient. Et figurez-vous qu'ils vont organiser un coup d'État dans la foulée, quelques semaines après. Ils vont organiser un coup d'État. La CIA sur place, alors c'est pas du tout une hypothèse, un fantasme. Tout le monde reconnaîtra officiellement, et la CIA, la première, ainsi que le président des États-Unis, reconnaîtront qu'en effet, ils ont organisé un coup d'État. Le malheureux Mossadegh est arrêté. Il sera placé en résidence surveillée jusqu'à la fin de ses jours. Le Shah d'Iran revient et le changement fondamental qui se passe à ce moment-là, c'est que dans l'histoire, l'Angleterre, qui pourtant a soutenu avec tous ses réseaux sur place, qui étaient très importants, qui a soutenu ce coup d'État de la CIA, est finalement quand même évincée, et ce sont les Américains qui mettent la main sur le pétrole et sur le gaz iranien, et qui créent une alliance extrêmement forte avec le Shah d'Iran, qui revient évidemment avec une ambiguïté très forte, parce que, comme je vous l'ai dit, le peuple iranien a une
un nationalisme très sourcilleux, et on le voit encore aujourd'hui avec le régime des mollahs. Quelquefois, l'Occident, les Américains les premiers, font fausse route en disant « mais révoltez-vous contre le régime des mollahs, si vous voulez, on va vous aider ». Oui, mais les Iraniens aimeraient bien, beaucoup, se révolter contre le régime des mollahs, mais à condition que ce ne soit pas dicté de l'extérieur. Ils ont horreur de ça. Le jour où les Occidentaux comprendront cet aspect tout à fait essentiel, ce sera bien, et ça évitera à l'Amérique de parler à l'Iran sur le ton sur lequel elle lui parle, ce qui est une erreur majeure depuis des années et des années. Quoi qu'il en soit, ce coup d'État de la CIA réussit assez bien, pas si bien qu'on l'a dit, ça a été quand même très compliqué, mais je passe sur les détails, on pourrait en faire un exposé en soi, mais quoi qu'il en soit, Mossadegh est arrêté, comme vous le voyez sur cette photo, assez rare d'ailleurs, que j'étais content de trouver. Mossadegh est arrêté, le Shah d'Iran revient, et l'Amérique donc met la main sur le gaz et sur le pétrole iranien. Sa position, à ce moment-là, les positions occidentales sont très fortes, c'est-à-dire que le Proche-Orient est entièrement aux mains des Occidentaux. Il y a l'accord avec l'Arabie saoudite, et comme l'Arabie saoudite règne sur le monde sunnite, eh bien tout ce qui est pétrole et gaz du Qatar, du Koweït, des Émirats arabes unis, tout ça est finalement très bien géré par les Occidentaux, Américains en tête qui donc ont supplanté les Britanniques qui avant avaient régné sur l'Arabie saoudite. C'était un territoire britannique tout ça. Eh bien les Américains donc l'ont supplanté. Mais deuxième révolution, après le coup de force de Mossadegh en 1953, donc, il a donné des idées à tout le monde. Et le monde arabe dans son ensemble, et même au-delà du monde arabe, le monde des producteurs de pétrole commence à trouver que le temps du colonialisme est terminé. Et tous, ensemble, ils se disent, mais au fond, maintenant, nous sommes capables de produire. Donc, on a très bien compris comment on faisait, parce que dans les accords entre les producteurs et les exploitants américains, britanniques, il y avait évidemment l'embauche de beaucoup de main-d'œuvre locale. C'était une des conditions sine qua non, et vous aviez de très nombreux ingénieurs d'Iran et des autres pays arabes qui avaient toutes les compétences ensuite pour exploiter ce pétrole. Et donc en 1960, c'est une autre révolution, et celle-là encore plus importante que le coup d'État de Mossadegh et de l'intrusion à ce moment-là de l'Amérique très forte au Proche-Orient, c'est la création de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Ils sont 13 à l'origine, donc le Proche-Orient, un petit peu d'Afrique, un petit peu d'Amérique, l'Algérie, le Nigeria, le Gabon, le Venezuela, tous ces pays se lancent dans cette création pour reprendre la main sur la production. Dans un premier temps, les Occidentaux ne voient pas que c'est un basculement. Ça n'est pas encore d'ailleurs tout à fait un basculement. Ils se réunissent entre eux, ils discutent, mais ils n'ont pas encore vraiment pris la main. L'affaire n'est pas suffisamment mûre, et d'autre part, eux-mêmes sont encore un petit peu débutants dans l'histoire. Donc, ils ne sont pas tout à fait aptes à prendre, en quelque sorte, les clés de l'usine et les clés des barils. Les Occidentaux restent très présents, et ce sont encore les compagnies, alors pas seulement américaines et anglaises, il y a les Français, enfin il y a tout ce que le monde compte de grandes compagnies pétrolières, il y a bien sûr les grandes compagnies américaines qui sont en première ligne, ce qu'on a appelé les 7 sœurs, c'est-à-dire les 7 premières compagnies à avoir exploité le pétrole aux États-Unis, rejoints par l'anglais BP et par l'anglo-hollandais Shell et le français Total, tout ça a changé de nom de moult fois au cours des âges, mais toutes ces compagnies se sont en quelque sorte partagé le gâteau, versent beaucoup d'argent aux pays exportateurs, ils ne sont pas totalement spoliés, il ne faut pas croire ça, ils étaient quand même pas si bêtes et les Occidentaux non plus pas si bêtes, et l'accord paraissait équilibré pour les Occidentaux parce que pour ces pays arabes, c'était malgré tout une source de devises tout à fait considérable, même s'ils n'en avaient en gros que la moitié. Mais tout de même, le fond de l'affaire restait que c'était les Occidentaux qui avaient la main, qui décidaient des prix, qui décidait des montants de production, et ça, pour tous ces pays, ça va devenir intolérable. Alors l'affaire va durer pendant quelques années, ainsi, où les Occidentaux continuent à avoir la main. Et puis il va y avoir un choc immense
le choc de 1973. Vous vous en rappelez, j'en suis sûr, pour beaucoup d'entre vous. Moi, je m'en rappelle fort bien. En 1973, j'avais 15 ans et je me rappelle très bien de ce choc pétrolier où les pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, décident au cours d'une réunion qui va marquer l'histoire d'augmenter le prix du pétrole dans des proportions gigantesques. Ils vont quasiment le quadrupler. Ils vont quadrupler le prix du pétrole. C'est un choc, c'est un séisme, c'est la fin du pétrole très bon marché. Il faut bien avoir en tête qu'à ce moment-là, le pétrole est très, très bon marché. Et donc, tout est fait pour la voiture, l'avion, pour tout ce qui consomme du pétrole. On ne se pose absolument pas la question de la moindre économie d'énergie. Le pétrole est une matière extraordinairement abondante, très bon marché, et ça paraît à ce moment-là inépuisable. Et donc, l'économie fonctionne là-dessus, l'économie mondiale fonctionne là-dessus. Ce choc pétrolier va être un choc également politique, psychologique, économique. Le monde va changer avec ce premier choc pétrolier de 1973. Des premières mesures de restriction, d'ailleurs, de circulation avaient été prises. Je me rappelle encore de la une d'un journal, ça devait être le Figaro probablement, de 1973, quelques semaines après, où vous voyez dans plusieurs pays occidentaux des autoroutes entièrement désertes le dimanche, interdiction de circuler le dimanche. On ne savait pas comment on allait faire face à ça. Et puis, il y a pénurie. Il y a pénurie, pourquoi ? Parce que dans un premier temps, la consommation ne s'arrête pas, mais les achats, eux, ralentissent, parce que personne n'a anticipé ce monstrueux choc du quadruplement, 400% d'augmentation. 4 fois le prix payé, l'essence qu'on payait 50 centimes, tout à coup, on le paye 2 francs. Vous imaginez le choc. Et donc, au bout d'un moment, comme vous voyez sur cette photo, eh bien, aux États-Unis, premier pays touché, eh bien, il n'y a plus d'essence. Il n'y a plus d'essence et il va falloir vivre autrement. L'OPEP a pris la main. Puis vient l'année 79, l'Occident a eu le temps de s'habituer, on commence à parler d'économie d'énergie, il y a ces pubs amusantes à la télévision, en France on n'a pas de pétrole mais on a des idées pourquoi ? Eh bien pour inventer un peu autre chose, on le faisait de façon beaucoup moins idéologique et agressive qu'aujourd'hui, mais on commence à réfléchir à l'isolation des maisons, à des voitures qui consomment un peu moins, on commence à réfléchir à un monde où le pétrole sera une denrée chère et on ne peut pas l'utiliser de façon aussi inconsidérée, aussi inconsciente qu'auparavant. Et donc, pendant ces années 73-79, on essaye de s'habituer à ce nouveau mode de vie. Mais l'année 79 va être un basculement. 1979, il va se passer beaucoup de choses en 1979. Première chose fondamentale dont on subit encore les conséquences, c'est à la fois la révolution en Iran, comme vous le voyez là, avec ce manifestant qui brandit une photo de l'ayatollah Khomeini, réfugié en France. Je vous en ai parlé longuement lors de la conférence aux États-Unis et surtout la conférence sur l'Iran l'année dernière. Eh bien, il y a donc une révolution. Le Shah d'Iran, qui était toujours là, qui était l'allié indéfectible des États-Unis, est chassé. Le pouvoir s'effondre. La population iranienne ne se rendait pas compte à qui elle donnait le pouvoir, mais elle ne voulait plus du Shah d'Iran, c'est sûr. Et donc, laïcs, communistes, il y avait beaucoup de communistes en Iran à ce moment-là, communauté chrétienne, il y avait une communauté chrétienne, communauté juive, il y avait une communauté juive, manifestent tous ensemble pour le retour de l'ayatollah Khomeini. Pourquoi ? Pour qu'on arrête d'être dépendant des Occidentaux et des États-Unis. Et il y avait cette image célèbre des jeunes manifestants iraniens jetant des cocktails Molotov sur l'armée iranienne en criant « Bye bye Carter ». C'était Jimmy Carter à ce moment-là qui était le président des États-Unis. Et on se rappelle de ces images à l'époque, « Bye bye Carter ». Il ne voulait plus de l'Amérique. Mais comme souvent dans ces cas-là, ils ne se rendaient pas compte vers quel destin ils allaient. Et leur destin sera terrible. Mais en attendant, 1979, dans la foulée, il y a le deuxième choc pétrolier. L'OPEP en profite pour augmenter à nouveau très fortement les prix du pétrole. Il y a toute l'incertitude. Dans un premier temps, en plus, la production iranienne s'arrête, et ce n'est pas un petit producteur, l'Iran. Et puis, ce bouleversement géopolitique entraîne des désordres sur tous les marchés mondiaux, et l'Occident subit son deuxième choc pétrolier, 1979, qui vient casser des économies qui étaient déjà extrêmement fragilisées par le premier choc de 1973.
Mais il ne se passe pas que cela en 1979. Il y a un autre événement dont on ne parle pas assez, à mon avis. C'est la prise d'otages à la Mecque. Figurez-vous qu'en 1979, des islamistes saoudiens, ceux qui étaient exaspérés par la collusion entre le régime saoudien et les États-Unis pour qui l'Amérique est le grand Satan, eh bien, des centaines d'islamistes saoudiens prennent la mosquée de la Mecque, pas en otage, ils prennent des milliers d'otages, des centaines d'otages dans la mosquée de la Mecque qu'ils prennent d'assaut. Et donc ça, c'est un choc dans le monde musulman. La France suit ça avec intérêt. Les médias en parlent quand même beaucoup, c'est très inhabituel, mais il y a très peu d'images, très peu de photos, et on se demande ce qui se passe en 1979 à la Mecque. On met du temps à comprendre qu'en réalité, ce sont des islamistes qui veulent renverser le pouvoir royal saoudien, coupable de trahison pour avoir collaboré avec le grand Satan américain. Et donc, des centaines d'islamistes prennent la mosquée de la Mecque. L'armée saoudienne et la police saoudienne tentent de la reprendre en vain. Ils n'y arrivent pas, il y a des morts des deux côtés, mais ils sont dans tous les souterrains de la mosquée, il y a des kilomètres et des kilomètres de souterrains, ils sont là parfaitement barricadés, ils ont de l'eau, des vivres, l'affaire a été très bien préparée, et des munitions et des armes en pagaille. Le pouvoir saoudien n'y arrive pas et commence à vaciller. Il s'est laissé prendre la Mecque, vous vous rendez compte ? La Mecque. Et donc, le monde musulman commence à gronder, commence à dire à l'Arabie saoudite, mais alors, qu'est-ce qui se passe ? On peut pas continuer comme ça. C'est impie que cette mosquée, il y ait des combats dedans et que il y ait des intrus. Mais au fond, est-ce que ce sont des intrus ? Est-ce que finalement, ce ne sont pas eux qui vont rendre à l'islam sa pureté originelle ? Est-ce qu'il faut vraiment déloger ces occupants ? Est-ce que ce n'est pas le roi d'Arabie saoudite qu'il faut déloger ? Ça commence à gronder de partout, pas seulement en Arabie saoudite. L'Arabie saoudite est censée être le gardien des lieux saints de l'islam. Alors, s'il n'est pas capable de les garder, c'est un problème quand même. Et donc, l'Arabie saoudite se tourne vers l'armée américaine en disant « Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On n'y arrive pas. » Et les uns et les autres se disent « Oh là là, si en plus c'est l'armée américaine, les forces spéciales américaines qui interviennent pour libérer la mosquée, ça ne va pas coller du tout. Là, on va nous accuser de la pire des collusions. » Et alors, on va se tourner, figurez-vous, vers la France. Incroyable. Le GIGN, groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, ce sont eux qui vont sauver la Mecque. Et là, vous reconnaissez peut-être, pour ceux qui ont suivi ça, et après ils auront eu des carrières, qu'on pourrait qualifier de légèrement contrastées, pour être poli. À gauche, vous avez le capitaine Baril, au milieu, le commandant Proutot. Il est peut-être encore que capitaine, d'ailleurs, à ce moment-là, si je lis bien ses galons. Et donc, à droite, par contre, je ne sais pas qui c'est. Donc, les deux, le tandem, c'est Baril, Proutot. Et donc, ils sont chargés de reprendre la mosquée de la Mecque. Ce qu'ils vont faire avec un certain brio, ça, les Français savent faire ce genre de choses. Un petit détail, tout le GIGN devra se convertir à l'islam avant de reprendre la mosquée, parce que personne ne peut mettre un pied dans la mosquée de la Mecque sans être musulman. Si vous comptiez visiter un jour prochain la mosquée de la Mecque, si vous n'êtes pas musulman, mauvaise nouvelle, il faudra devenir musulman. Je vous suggère de vous abstenir de cette visite superflue. Donc, le GIGN se convertit et puis organise la reprise de la Mecque. Il va y réussir assez brillamment. Les 200 ou 300 derniers défenseurs se rendent en échange de la vie sauve et seront tous impitoyablement décapités sur ordre du roi d'Arabie saoudite qui n'a pas du tout apprécié tout ça. Mais tout de même, c'est un séisme. Et ça prouve aussi, non seulement l'Iran vient de basculer dans l'islamisme, mais on découvre qu'il y a aussi un islamisme sunnite. Les Américains mettront beaucoup de temps à comprendre cet islamisme, puisque dans le même temps, l'Union soviétique envahit l'Afghanistan à la fin de l'année 1979, qui est décidément une année extrêmement riche. Et vous savez, cette invasion par l'Union soviétique de l'Afghanistan, qui sera d'ailleurs le tombeau de l'Union soviétique, sera aussi la grande naissance de l'islamisme sunnite. Parce que les Américains, ils s'en vanteront après en disant on a attiré les Soviétiques en Afghanistan pour les affaiblir, pour qu'ils s'y perdent, pour qu'ils s'y ruinent, ce qui a été de ce point de vue-là parfaitement efficace, mais à quel prix ?
au prix de la naissance de l'islamisme sunnite. Alors vous me direz, bah oui, mais vous venez de nous dire qu'il était déjà né dans la mosquée de la Mecque. Oui, mais c'était quelques centaines de personnes. L'Afghanistan, c'est le premier grand djihad international, payé par la CIA, payé par les États-Unis. Des milliards de dollars sont dépensés pour soutenir les maquis afghans. Alors évidemment, c'était l'Arabie saoudite aussi qui les finançait beaucoup. Et quand les Américains donnaient de l'argent, ça passait par l'Arabie saoudite pour qu'ils soient purifiés par l'islam. Et c'est là que Ben Laden, vous le savez, va commencer ses exploits. Et c'est là que les premiers maquis islamistes naissent au nom de la guerre froide, au nom de la victoire de la guerre froide. Au nom de la victoire de la guerre froide, c'est-à-dire que les Américains ont en partie gagné la guerre froide grâce à cette invasion afghane. Il l'aurait, je pense, sur la durée gagné de toute façon, mais c'est certain que l'invasion de l'Afghanistan a accéléré le processus. Et alors là, il y a une conséquence, et on va revenir vers le pétrole tout de suite. Il y a une conséquence, c'est que les Américains ont pris conscience d'une chose, c'est de la fragilité de leurs partenaires pétroliers et gaziers. L'Iran a disparu. C'est maintenant l'ayatollah Khomeini qui dirige l'Iran. Le Shah d'Iran, exilé. Il est mort d'ailleurs l'année d'après d'un cancer. Et donc, exit l'Iran. L'Arabie saoudite, très fragilisée. Et donc, les Américains se disent, il faut absolument qu'on consolide nos positions au Proche-Orient. Et c'est de cette époque, après l'année 1979, que l'Amérique va s'installer durablement au Proche-Orient pour sécuriser ses approvisionnements en pétrole et en gaz. Parce que sa production est misérable à ce moment-là, et elle a absolument besoin du pétrole du Proche-Orient. Et donc, ils installent des bases aériennes et des bases navales partout. Si vous prenez, en partant de la droite, c'est-à-dire vers l'Est, le Pakistan, on ferme là aussi les yeux sur un régime qui, en matière de droits de l'homme, est hautement fantaisiste, l'Afghanistan, sur laquelle on compte pour chasser les soviétiques et s'y installer, au-dessus le Turkménistan, et puis des alliances fortes, évidemment tout à fait en haut avec la Turquie, membre de l'OTAN, Israël et en descendant le Koweït, petit espace, très important, très gros producteur, un rôle stratégique, on va y revenir très vite, l'Arabie saoudite, Oman, et vous voyez tout en bas Djibouti, qui était aux Français, les Américains vont exiger leur place à Djibouti, et en dessous le Yémen, c'est pour ça que l'Amérique s'intéressera aussi toujours de si près au Yémen, bien qu'il ne soit lui-même pas très producteur, mais il a une position stratégique, et puis il y a cette île au large du Yémen. Donc vous voyez toute cette installation dont le fer de lance, et vous le voyez sur le petit cercle à droite, c'est Bahreïn, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, EAU c'est Émirats Arabes Unis avec Dubaï comme ville emblématique, et Oman. En Arabie Saoudite, il y a moins de bases parce que ça fait mauvais genre que des mécréants soient installés en Arabie Saoudite. Donc il y a une base pour le principe et on ne va pas plus loin. Et le roi d'Arabie Saoudite a expliqué aux Américains qu'il ne fallait pas parce que ça renforçait l'islamisme dans son pays qui était en plus galvanisé par la guerre en Afghanistan et qui était donc en pleine expansion. Donc l'Amérique s'installe au Proche-Orient parce que cette année 1979 calamiteuse implique une riposte et une installation. Dans la foulée, vous avez la guerre qui éclate entre l'Irak et l'Iran et qui va avoir de grandes conséquences. Je passe rapidement sur cette guerre qui va durer 8 ans. Pourquoi je l'appelle la guerre entretenue? Et parce que ça arrangeait bien les Américains. Au fond, l'Iran, puissance devenue hostile, puisque c'est l'ayatollah Khomeini, c'est le régime des mollahs, et c'est donc les grands ennemis du Satan américain. Eh bien, cet Iran est attaqué par l'Irak à la demande des Américains. Irak, pays majoritairement chiite, comme l'Iran, mais rappelez-vous, dirigé par Saddam Hussein, qui lui règne sur la minorité sunnite. Et donc forcément, c'est une dictature, de toute façon, il n'y a pas autre chose au Proche-Orient, à part le Liban et éventuellement Israël. Et donc, cet affrontement Iran-Irak, pourquoi il a été entretenu? Parce qu'avec un cynisme, quand même, qui est effrayant, les Américains vont tour à tour armer les belligérants en fonction des résultats sur le terrain. Il ne faut pas que l'un des deux l'emporte. Il ne faut pas que l'Irak de Saddam Hussein qui n'est pas contrôlable, et l'Iran des ayatollahs qui est encore moins contrôlable, il ne faut pas que l'un des deux l'emporte définitivement sur l'autre et devienne plus puissant. La puissance doit rester aux mains
de l'Arabie saoudite et d'Israël. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce sont les deux grands alliés, Israël pour des raisons qu'on va qualifier de messianiques et l'Arabie saoudite pour des raisons stratégiques. Donc, aucun autre pays ne doit prendre une importance suffisante. C'est pour ça qu'il y a toujours eu au Proche-Orient, organisé par les États-Unis, ce qu'on peut appeler la stratégie du chaos. Il ne faut pas qu'il y ait de grande puissance, et quand il y a une grande puissance qui émerge, on lui casse les reins. Et donc, cette guerre va être entretenue pendant 8 ans, Iran-Irak. Elle va faire un nombre de morts absolument considérable. Et un des prétextes à cette guerre, vous le voyez au sud, juste avant le Golfe, Shatt el-Arab, territoire revendiqué par l'Iran et l'Irak. C'est là où il y a beaucoup de marais, beaucoup de pétrole et une frontière qu'on va qualifier d'incertaine. Et donc, pour cette frontière qui regorge de pétrole, on va se battre. C'est du côté de Bassora, juste au-dessus du Koweït. Et si la ligne de front s'étendra tout le long de la frontière entre l'Irak et l'Iran, le point stratégique, c'est bien le sud, dans les champs de pétrole. Et donc, vous allez avoir, pendant 8 ans, cette guerre, qui est finalement plus ou moins remportée par l'Irak, et encore, ça reste discuté, on va quand même dire grosso modo que ça fait à peu près un partout avec des centaines de milliers de morts, et surtout 2 pays extrêmement affaiblis, surtout l'Irak, parce que l'Iran est beaucoup plus peuplé, elle a un peu moins souffert, économiquement elle n'est pas en bel état, mais l'Irak c'est pire. L'Irak à ce moment-là s'est endetté de façon gigantesque, notamment auprès de l'Arabie saoudite. On lui a prêté beaucoup d'argent pour acheter des armes et pour mener cette guerre. Et lorsque cette guerre se termine, à peu près sans vainqueur, et donc pour un bénéfice territorial irakien nul, ils n'ont rien gagné dans l'affaire, eh bien, l'Irak est ruiné. Saddam Hussein se tourne vers l'Arabie saoudite, se tourne vers les États-Unis en disant « je suis ruiné, il me faut de l'argent ». Et on lui répond de façon à peu près évasive. Au fond, on est bien content qu'il soit affaibli. Et comme on est bien content que l'Iran soit affaibli. Et donc, on ne bouge pas trop. Alors, Saddam Hussein comprend qu'il s'est fait un peu rouler. Il aurait dû un peu mieux étudier l'histoire de la géopolitique américaine. Il ne se serait peut-être pas embarqué là-dedans. Et juste à côté, il y a ce tout petit Koweït, que tout sauf un pays, entre parenthèses, plus artificiel que le Koweït. Parlez-moi du nationalisme koweïtien, c'est une blague. Et donc, le petit Koweït est riche, c'est un baril de pétrole posé, des gratte-ciels, comme vous voyez, posés sur des barils de pétrole. Ça n'est rien d'autre que ça. Le Koweït est extraordinairement riche, il produit, malgré sa toute petite taille, autant de pétrole et de gaz que du pétrole surtout que l'Irak, et Saddam Hussein commence à lorgner vers le Koweït, qui est son voisin, avec qui il entretient des relations assez mauvaises, on peut le dire, et il se dit au fond, je vais me payer sur la bête. Et si j'envahis le Koweït et ses richesses, je double ma capacité de production pétrolière, et à ce moment-là, pour moi, eh bien, je sors de mes ennuis financiers, je vais pouvoir rembourser ma dette, je vais pouvoir à nouveau pouvoir nourrir mon peuple parce que le peuple irakien souffre à ce moment-là énormément. Et donc, Saddam Hussein envahit le Koweït sans crier gare. Ça a pris quelques mois, mais en 1990, il envahit le Koweït. Et à ce moment-là, je vous une petite parenthèse sur le rôle des médias. C'est quand même extraordinaire. Cette une du Parisien que j'avais oubliée. Je ne lis pas le Parisien non plus tous les matins, mais cette une du Parisien est étonnante. Une fois que Saddam Hussein a envahi le Koweït, tout le monde a dit c'est épouvantable, il a envahi le Koweït. Ah là là, alors tout le monde savait qu'il allait envahir le Koweït. Donc l'ONU se réunit, dit à Saddam Hussein retirez-vous, c'est intolérable, c'est abominable. Saddam Hussein dit ouais, bon, moi je suis installé. Ça. Et puis au bout d'un moment, les Américains commencent à monter, comme ils savent le faire, une gigantesque opération de désinformation. Vous vous rappelez de l'opération des Balkans, de l'invasion de l'Irak qu'on verra après. Il y a eu des opérations de désinformation spectaculaires. Celle-là est pas mal aussi. L'invasion du Koweït, l'opinion américaine n'est pas d'accord. Alors, il faut que l'opinion américaine soit à plus de 50%. C'est la dictature des sondages. Or, l'opinion américaine n'est pas du tout à 50% pour aller déclarer la guerre à Saddam Hussein
et l'obliger à se retirer du Koweït. Et les Américains disent négocions, négocions. D'ailleurs, Saddam Hussein commence à comprendre qu'il s'est embarqué dans un truc où il pensait qu'il aurait un blanc-seing et il n'a pas eu du tout de blanc-seing. Et donc, il comprend qu'il va lui arriver de graves ennuis. Et il fait savoir qu'il est prêt à se retirer du Koweït, mais qu'il faut quand même lui donner de l'argent parce qu'il est ruiné, il est venu chercher du pétrole. Bon, il veut bien se retirer pour ne pas prendre le pétrole, mais au moins qu'on lui donne de l'argent. Et les Américains ne l'entendent pas de cette oreille et montent une opération de désinformation très efficace. Ils font croire au monde arabe, et notamment à l'Arabie saoudite, que Saddam Hussein prépare l'invasion de l'Arabie saoudite. Et les Saoudiens y croient, après présentation de photos satellites totalement truquées, où l'on voit des centaines de chars irakiens, soi-disant faisant mouvement vers l'Arabie saoudite. Pensez bien que Saddam Hussein n'est pas complètement fou, et son idée d'envahir l'Arabie saoudite, pays immense et à peu près imprenable, de par son immensité de sable, ça lui a pas traversé l'esprit. À la rigueur, organiser un coup d'État, bon, peut-être, on peut regarder ça. Discuter, c'était quand même mieux. Après tout, ils sont sunnites, même si les Saoudiens sont des sunnites islamistes et que Saddam Hussein est sunnite quand il y pense. Il est avant tout un dictateur laïque. Mais malgré tout, il y avait moyen de s'entendre. Et les Américains ne l'entendent pas de cette oreille et veulent en profiter, non seulement pour récupérer le pétrole du Koweït, dont il n'est pas question qu'il tombe entre les mains de Saddam Hussein, mais finalement affaiblir l'Irak, parce que l'Irak n'est pas assez affaibli. Saddam Hussein vient encore de montrer qu'il n'est pas docile, il n'est pas raisonnable, on va le rendre raisonnable. Et alors cette opération de désinformation, dont le point d'orgue sera l'affaire des bébés assassinés dans les maternités. Pas si vous vous rappelez de cette manipulation extraordinaire. Alors vous aviez tous les médias, le 20h de TF1 en tête, qui d'un air grave nous disait les soldats irakiens sont entrés dans les maternités du Koweït, ont débranché les couveuses et ont jeté par terre les bébés qui sont ensuite morts de froid et de faim et de soif et de tout ce qu'on veut. Chacun en rajoutait dans des détails horribles. Tout était inventé de A à Z. Tout. Magnifique opération de désinformation qui a été ensuite explicitement reconnue par une entreprise de communication payée par le Pentagone pour organiser le basculement de l'opinion publique américaine. Et j'ai retrouvé une interview, mais on la trouve facilement, hein, on trouve ça aussi dans des livres consacrés à ces événements-là, très intéressante, par des journalistes qui ont retrouvé cette agence de communication et qui ont dit, mais donc vous avez tout inventé. Ben oui, nous on avait une mission, c'était de faire basculer l'opinion publique américaine. On n'a jamais dit qu'il fallait dire que des choses vraies, d'ailleurs ils n'auraient pas basculé à ce moment-là. Et donc, le journaliste, quand même interloqué, finit par dire à la fin, mais vous vous rendez compte de votre responsabilité, c'est-à-dire vous pouvez raconter n'importe quoi pour faire basculer une opinion. Ben oui, c'est notre métier, c'est pour ça qu'on est payé. Bon, très bien, très intéressant. Et le temps passant, on finit quand même sur certains événements par avoir la totalité de la vérité là-dessus. Là. Ce que j'ai admiré dans cette une du Parisien, la reconquête, c'est comme si c'était l'Alsace-Lorraine, quoi, en gros. C'est-à-dire, Saddam Hussein nous a envahis, il faut reconquérir. On parle de quoi? On parle du Koweït, hein. L'émir du Koweït, un homme extrêmement sympathique, avenant, un régime délicieux, où vraiment c'est le règne des pétrodollars avec un cynisme absolu et complet, et l'hypocrisie religieuse, mais poussée à des sommets. Eh bien, c'est pas grave, c'est la reconquête, comme si c'était nous. Nous, on a été envahis par le méchant Saddam Hussein, on va reconquérir. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, Saddam Hussein dit, bon d'accord, je me retire du Koweït. Et dans la panique du début de l'intervention américaine, l'armée irakienne se débande, elle n'était pas du tout si forte qu'on l'a dit, contre l'Iran ça pouvait aller, mais contre l'armada occidentale, vous pensez bien que ça n'allait pas durer 5 minutes, et il se replie du Koweït et veulent retourner en Irak en traversant cette longue étendue désertique. Et là, il y a entre 30 et 50 000 soldats irakiens qui se feront tuer par l'aviation de l'OTAN, par l'aviation américaine surtout, qui va donc, c'est un beau champ de tir parce qu'on peut pas dire que ce sont des combats. Là, faut pas exagérer. C'est un grand massacre cyniquement organisé. Donc, les Irakiens s'en vont, mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer parce que, dans un premier temps, on se dit, bon, ça suffit, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Certains pensent que la leçon a porté,
que l'approvisionnement du pétrole par l'Occident, le Koweït joue un rôle quand même important là-dedans, est sécurisé. Saddam Hussein n'y mettra plus les pieds. Les Saoudiens sont rassurés. La production de pétrole peut à nouveau redémarrer le plus tranquillement du monde. Mais vous avez les grandes vedettes néoconservateurs. Je vous ai mis un petit extrait. Les plus importants, c'est en haut celui du milieu, Dick Cheney, et en bas, les deux à gauche, Volkovitz et Rumsfeld. Ce sont les trois plus importants. Ce sont vraiment Dick Cheney et Rumsfeld ont fait leur carrière dans le pétrole, tout comme George Bush Jr., vous voyez en haut à gauche, qui est donc le fils de son père, qui a fait également carrière dans le pétrole. C'est très fascinant. Nous, on a du mal à comprendre ça en France. Mais il faut savoir que tous les Américains qui ont participé à un moment ou à un autre à ces affaires du Proche-Orient liées au pétrole, au gaz, la plupart d'entre eux, pas la totalité, mais la plupart d'entre eux avaient des intérêts extrêmement importants à titre personnel dans le pétrole ou le gaz. Je vous l'avais dit là, pour la même façon dans les Balkans, pour le Kosovo, où le général Clark, qui commandait les forces de l'OTAN, était également lui aussi très intéressé à titre personnel en participant à plusieurs conseils d'administration. George Bush a fait sa carrière dans le pétrole, comme Dick Cheney, Rumsfeld, et puis Volkovitz, lui c'est le théoricien. Celui que vous avez tout en bas à gauche, c'est le théoricien, c'est-à-dire il faut changer les régimes. Il est dans la lignée plus dure, la lignée de Kissinger, mais en plus dur, et c'est lui qui va développer notamment ce concept de changement de régime pour assurer l'approvisionnement du pétrole et du gaz pour les États-Unis. Et alors, eux en veulent plus, ils disent il faut aller plus loin, il faut que nous nous installions, il faut renverser Saddam Hussein et il faut s'y installer. Je passe rapidement, ça nous l'avons vu, vous vous rappelez cette séance à l'ONU avec les preuves des armes de destruction massive de Saddam Hussein. Et donc, un peu plus de 10 ans après, on recommence, on envahit cette fois l'Irak en 2003 et on met cette fois la main sur le pétrole, on donne le pouvoir aux chiites majoritaires, on chasse Saddam Hussein, on crée en même temps les premiers maquis islamistes sunnites. C'est de là qu'est partie Al-Qaïda, c'est de cette deuxième intervention américaine en 2003. Et donc, passer la Syrie juste après, je vais conclure sur cette partie-là. Et donc, toutes ces interventions américaines, il faut bien voir que c'est pas toujours le pétrole, le gaz qui sont en numéro 1, mais ils ne sont jamais absents. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête comme leçon géopolitique à tirer de toute la politique du Proche-Orient, des pays occidentaux et surtout des États-Unis. Au point de départ, si le pacte du Quincy de 1945, c'est uniquement pour sécuriser l'approvisionnement du pétrole. Après, avec la diversité des sources de nombreux autres pays producteurs, il y a d'autres moyens de s'arranger. Et donc, dans l'optique américaine, dans la stratégie américaine, il ne va pas y avoir que la sécurité de l'approvisionnement du pétrole ou du gaz, mais aussi la pérennité de l'État d'Israël et d'une façon générale, la domination du monde par les États-Unis, surtout que là, nous sommes après la chute du mur de Berlin. Donc, la guerre froide a été gagnée, donc l'Amérique doit régner sur le monde sans partage. Mais attention, ils sont toujours très russophobes dans leur gène, et puis la Chine commence à monter, donc il faut faire attention, il faut qu'on se sécurise non seulement en approvisionnement, mais qu'on soit présent géopolitiquement dans des régions aussi stratégiquement charnières que l'est le Proche-Orient, qui est vraiment le pont entre l'Orient et l'Occident. Voilà pourquoi il y a eu toutes ces interventions, pas toujours uniquement à cause du pétrole, mais le pétrole n'était jamais loin. Un autre pays a une position stratégique. Vous me direz, on est toujours au Proche-Orient, mais on n'en a pas encore parlé, c'est la Syrie. La Syrie, on dit quelquefois qu'elle est au cœur de la stratégie des 4 mers. Pourquoi ? Regardez, tout en haut, vous avez la mer Noire, à gauche, vous avez la mer Méditerranée, et puis à droite, la mer Caspienne, et ensuite le fameux golfe arabo-persique. La Syrie est entre ces 4 mers, et donc, elle aussi est à une position stratégique essentielle, plus importante que l'Irak. Elle a une façade sur la mer. Elle est tout près de la mer Noire. Il n'y a que la Turquie, finalement, qui la sépare. Et une des raisons pour lesquelles il y a eu une guerre en Syrie, c'est pas seulement à cause du pétrole et du gaz,
mais un peu quand même. Alors, pas tellement à cause de la production syrienne, qui sans être négligeable, n'est pas essentielle. Si les Syriens demain arrêtent de produire du pétrole et du gaz, ça ne fera pas bouger le prix du baril sur le marché. Donc, c'est pas tellement ça le sujet, c'est sa position stratégique qui compte. Regardez ces petites flèches. Vous voyez le Qatar. Le Qatar est le grand producteur mondial du gaz. Autant l'Arabie Saoudite, c'est le pétrole, autant le Qatar, c'est le gaz. Et lui, son rêve, c'était de faire passer un gazoduc qui traverserait l'Arabie Saoudite, puis la Jordanie sous perfusion économique américano-saoudienne, donc elle ne dira rien du tout. On traverse la Syrie et on va en Turquie. La Turquie, très amie du Qatar, puisque leur contingence islamiste, leur voisinage, islamiste par le biais des frères musulmans est tout à fait réel. Et même si le Qatar et l'Arabie Saoudite ont eu des moments difficiles ensemble, ça n'était pas le cas à ce moment-là, au moment du déclenchement de la guerre en Syrie. Et donc le Qatar a voulu faire passer un gazoduc pour la Syrie. Il s'est poliment adressé au régime syrien, à Bachar el-Assad, qui a dit non. Le gaz qatari ne passera pas par nous. Ce qui passera par nous, c'est le gaz iranien, parce que nous, on est alliés de l'Iran et pas du Qatar. Or, c'est l'un ou l'autre. Par ailleurs, les Russes, qui étaient le bailleur de fonds numéro 1 de la Syrie et qui, par ailleurs, sont plus liés avec l'Iran qu'avec le Qatar, ont dit aux Syriens « Ah ben non, on prépare plutôt le gazoduc iranien que le gazoduc qatari. » Et c'est pour ça, c'est peut-être pas ça qui a déclenché la guerre, mais tout de même, ça y a contribué un petit peu. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dès le premier jour, l'Arabie Saoudite et le Qatar subventionnent massivement toute la révolution islamiste qui se prépare en Syrie. Alors on me dirait, c'est des islamistes, ça va être compliqué. Oui, mais quand il s'agira de vendre le pétrole, d'ailleurs Daesh, quand ils ont pris le contrôle d'une partie des puits de pétrole, ils ont négocié non seulement avec la Turquie, ça c'était naturel parce que la Turquie les subventionnait, mais aussi avec le régime syrien, parce qu'il n'y avait plus une voiture qui pouvait rouler à Damas, ni même en Syrie. Et donc la Syrie discrètement avait pris langue avec Daesh pour lui proposer de l'argent en échange du pétrole, et Daesh avait dit oui. Et donc les envoyés du régime syrien qui négociaient dans des endroits improbables avec les émissaires de Daesh repartaient pour une fois pas égorgés du tout. Donc ils savaient très bien s'y retrouver. Et donc cette stratégie des quatre mers permet de voir à quel point la Syrie a joué un rôle important, et c'est pas fini, parce que vous savez que la guerre n'est pas finie. En Syrie, loin de là, il faudrait reprendre une conférence sur la Syrie, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Mais en tout cas, sachez bien que dans l'essai, la tentative de manipulation pour détruire le régime syrien et le remplacer par un régime sunnite islamiste, eh bien, le gaz a joué un rôle fondamental. Alors ce gaz, qui détient le gaz? Vous voyez sur cette carte, les grands détenteurs du gaz, ce sont évidemment avant tout la Russie, l'Iran et le Qatar. Ça, on le sait bien. Et le Turkménistan, on va en reparler. Mais vous voyez aussi les États-Unis à gauche, qui ont trouvé quand même des réserves importantes par le biais du gaz de schiste. On va y revenir aussi sur le gaz de schiste. Eh bien, les États-Unis détiennent beaucoup de gaz, mais si vous voyez les pays exportateurs de gaz, vous voyez la Russie en haut, 17%, puis le Qatar, la Norvège, le Canada, l'Algérie, les Pays-Bas, les États-Unis, misérablement 4%. Et donc, vous avez un hiatus entre les réserves de gaz des États-Unis et les exportations de gaz des États-Unis. Alors vous me direz, bah oui, mais peut-être qu'ils le consomment eux-mêmes parce qu'ils ont des grands besoins énergétiques. C'est vrai, mais tout de même, au lieu d'être à 4%, il devrait être au moins au double. Et donc là, il y a des pertes de devises de milliards et de milliards de dollars qui sont, pour les Américains, inacceptables. Et donc, il y a une vraie guerre géopolitique lancée par les Américains pour améliorer leur position de pays exportateurs de gaz. Et ils vont se retrouver en face de qui? De la Russie, bien évidemment. D'abord, vous savez que c'est dans leur gène de considérer que la Russie est un ennemi majeur. Et ils vont également, sur le plan stratégique, ils ne sont pas sortis de ces théories géopolitiques de la fin du 19e, du 20e. D'ailleurs, Alexis de Tocqueville, sans être un géopolitologue, avait lui aussi bien défini cela, l'affrontement inéluctable entre Russie et États-Unis. Les Russes, je crois, ont loyalement essayé de se rapprocher de l'Occident, non pas tellement avec Eltsine, parce qu'Eltsine lui était devenu le valet des États-Unis. Mais lorsque Poutine est arrivé au pouvoir,
vraiment pour ne pas être subjectif, je me suis replongé dans ses premiers discours, dans ses premières déclarations. Après l'an 2000, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a vraiment essayé de se rapprocher de l'Occident, dire la guerre froide, c'est derrière nous, on se développe ensemble, et moi j'ai besoin d'exporter mon gaz et mon pétrole, il faut que vous me l'achetiez, et moi j'aimerais bien une réconciliation là-dessus. Les Occidentaux n'étaient pas trop éloignés de cette position, à commencer par les Allemands, mais même les Français à l'époque. Et ce sont les Américains qui jamais n'ont voulu de ça, jamais. Ils ne voulaient pas de ça parce que ils considèrent qu'en termes géopolitiques, quel que soit le niveau de puissance du régime russe, quel que soit son niveau financier, eh bien, ça reste un danger. Ça reste un danger parce qu'ils ont appris ça en géopolitique. La position stratégique de l'immense Russie, à cheval sur l'Europe et l'Asie, qui est à la fois voisine de l'Europe occidentale et de l'Europe centrale, tout près de l'Europe occidentale, et voisine de la Chine, c'est trop dangereux. Et donc, ce pays, il ne faut pas s'allier avec lui, il faut le mettre hors d'état de nuire, il faut le contenir. Et les Russes, eux, ont vitalement besoin d'exporter leur pétrole et leur gaz. Ils ont des finances, c'est sûr, ils ont des réserves financières conséquentes, c'est sûr, mais ils n'ont pas un tissu économique convenable. Donc, s'ils n'exportent plus à des prix raisonnables leur pétrole et leur gaz, ils sont morts. Et Poutine le sait très bien. Donc, il a construit, dans les années où c'était encore à peu près possible, ce gazoduc Nord Stream 1. Il n'y a que des mots anglais, hein, ça, je suis désolé, mais même les Russes appellent ça Nord Stream 1. Alors là, je suis vaincu. Si même Poutine ne me soutient pas dans la lutte contre les anglicismes, moi, là, je rends les armes. Bref, on part donc de la Russie, Vyborg, à côté de Saint-Pétersbourg, et on a fait Nord Stream 1, qui aujourd'hui est un énorme gazoduc, qui, depuis des décennies, vend du gaz en Europe occidentale. La grande idée russe, c'est de doubler ce gazoduc par Nord Stream 2. Et là, Nord Stream 2, toute l'armada américaine s'est lancée, l'armada politique, diplomatique, juridique, économique, s'est lancée pour empêcher ce Nord Stream 2, qui au début a bien marché, grâce notamment aux Allemands, qui à plusieurs reprises, y compris Angela Merkel, il y a des choses stupéfiantes quelquefois qui se passent, qui a dit, Angela Merkel et son ministre notamment de l'industrie, a un jour dit, mais ce n'est quand même pas aux Américains de décider de la politique d'importation de gaz de l'Europe. Si l'Europe ne produit pas de gaz, il faut bien qu'elle en importe, et c'est nous qui choisissons à qui nous achetons notre gaz. Ce propos frappé au coin du bon sens n'est pas apprécié des Américains, qui eux veulent vendre leur gaz à la place de la Russie. Le problème, c'est qu'il est beaucoup plus cher, on va y revenir. Alors ce Nord Stream 2, là vous voyez sur ce graphique, 75% du chantier réalisé. On en est aujourd'hui à 90%. 90% du chantier réalisé, il manque les 10 derniers pourcents. Et les Américains font une pression énorme, relayée par les pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, qui, bon, il faut bien les comprendre, hein, ils ont des excuses de l'occupation soviétique qui leur a coûté fort cher, ont gardé une russophobie puissante. Et la Pologne, c'est peu de dire que la Pologne est russophobe. Et donc, Polonais et les pays baltes soutiennent activement les États-Unis dans ce refus de Nord Stream 2. Les Français, évidemment, attendent de savoir de quel côté penchera la balance pour choisir. Pour l'instant, comme ils ont un peu peur des Américains, ils pensent plutôt du côté des Américains. Et les Allemands, eux, sont les seuls à peu près à tenir. Si les Verts gagnent les élections prochainement en Allemagne, ils mettront fin à Nord Stream 2 et la Russie aura dépensé des milliards et des milliards pour rien. Peut-être pas pour rien, parce que la vie est longue, il y a quand même 90%, ils vont pas disparaître au fond de l'eau comme ça, et il ne restera que 10%, et peut-être qu'un jour, les Allemands reviendront en disant « Allez, on termine Nord Stream 2 ». En attendant, les travaux ont repris malgré les sanctions américaines, tenez-vous bien. Vous avez des entreprises suisses, notamment, très spécialisées là-dedans, c'est marrant parce qu'il n'y a pas d'eau en Suisse, mais bon, très spécialisées dans la pose de pipeline de gazoducs sous-marins, et qui donc ont été menacés de sanctions par les États-Unis et qui ont quitté le chantier. Parce que si, à leur niveau, faire des gazoducs, tout est facturé en dollars, s'ils ne peuvent plus travailler en dollars à cause des sanctions américaines, ils sont morts, ils mettent la clé sous la porte. Donc vous avez plein d'entreprises comme ça importantes qui se sont retirées. Alors le temps de trouver des entreprises qui ne craignaient pas les sanctions américaines, à commencer par les Russes, mais ils n'ont pas tous les savoir-faire en la matière. Donc le chantier a pris du retard, il vient de reprendre, et donc on est en plein suspense, pardon, moi aussi je fais des anglicismes, on est en pleine incertitude pour savoir comment va se terminer Nord Stream 2. Si Nord Stream 2 se termine, c'est une immense défaite pour les États-Unis. Et si Nord Stream 2 ne se termine pas, c'est une immense défaite pour la Russie. Ce sera passionnant à suivre. Autre point chaud, la mer Caspienne.
La mer Caspienne, vous voyez, on s'y baigne, mais derrière, quand même, on travaille. Et cette mer Caspienne est aujourd'hui très grande production de pétrole et de gaz. Vous avez la Russie, le Kazakhstan, le Turkménistan, l'Iran et l'Azerbaïdjan. Et donc, ces 5 pays, dont 4 sont issus de l'ancienne Union soviétique, Russie, Kazakhstan, Turkménistan, Azerbaïdjan, l'Iran est le seul à ne pas être issu de l'ancienne Union soviétique, doivent se partager les très importantes ressources de pétrole et de gaz qui sont sous la mer Caspienne. Avant, il y avait du caviar, maintenant, il y a du pétrole et du gaz. Bon, c'est la vie. Alors, il y a encore un peu de caviar, mais c'est du caviar d'élevage, ce n'est plus le parfum qu'il y avait avant. Je crois qu'il est très bon quand même. Alors, ces 5 pays se réunissent assez régulièrement. Les sommets de la mer Caspienne, aujourd'hui, sont suivis par tous les géopolitologues, tous les diplomates et tous les gouvernements sur Terre, parce que c'est un des endroits chauds en matière de production de pétrole et gaz. Ces 5 pays sont condamnés à s'entendre. Ça paraît pas évident sur la photo. À gauche, à l'extrême gauche, vous avez Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan, celui qui a dit qu'il chasserait les Arméniens, qui ne sont que des chiens. Vous avez Rouhani, l'Iranien. À côté, vous avez le Kazakh, Nazarbayev. Vous avez Vladimir Poutine, vous l'avez tous reconnu. Et le Turkmène. Alors là, j'ai un papier pour m'aider parce que le Turkmène, il s'appelle Berdi Muhamedov. Et donc, je sais que vous me pardonnerez de ne pas avoir retenu son nom. En tout cas, je me suis entraîné pour ne pas l'écorcher. Et donc, ces 5 dirigeants doivent trouver un accord. Ce qu'ils ont fini par faire, ils se répartissent. Est-ce que la mer Caspienne est un lac ou une mer? Ils ont discuté des années, parce qu'à ce moment-là, les répartitions ne sont pas les mêmes. Je vous passe les détails, c'est tout à fait passionnant. Mais quand il y a le grand sommet de la mer Caspienne, où les 5 dirigeants se réunissent, c'est très important. Le monde du pétrole et du gaz observe avec intérêt tout ce qui va se passer. Jusqu'à présent, ils réussissent à s'entendre, ce qui pour chacun est une source de revenus considérable, ce qui fait que malgré quelques sévères empoignades, globalement, on sait qu'ils arriveront toujours à trouver des terrains d'entente. Alors, le terrain d'entente est le suivant. À l'Est, c'est très simple. Ce qui est produit par le Turkménistan part vers la Chine. Bon, ça sécurise la Chine. La Russie, elle, ce qu'elle fournit à la Chine, on le verra dans 3 semaines pour la conférence sur la Chine, part de Sibérie. Donc ça va. À l'Est, c'est simple. À l'Ouest, c'est beaucoup plus compliqué et là, on rentre en plein dans l'opposition frontale avec les États-Unis. Ce qui est opérationnel, vous le voyez de la mer Caspienne, le petit gazoduc en orange, et donc ça part de l'Azerbaïdjan, ça contourne soigneusement l'Arménie, ça passe par la Géorgie et ça va vers la Turquie. Le rêve des Turcs, c'est de le faire continuer, vous le voyez après, le TANAP, de le faire continuer jusqu'en Grèce, puis pour finir en Italie, dans les Pouilles. Ce joli pays des Pouilles, dont je vous recommande la visite. C'est un endroit délicieux. Eh bien, pourquoi pas? Simplement, entre Turcs et Grecs, il ne nous a pas échappé que c'était quand même pas la super entente. Donc, il va falloir trouver une solution. Elle n'est pas de la veille. Alors, les Russes ont pensé à une solution, c'est de faire ce qui est en haut à droite, Blue Stream, en option, pour se raccorder au réseau turc et ensuite, éventuellement, rejoindre les Grecs et les Albanais. Les Albanais et les Italiens. Ils ont de très bonnes relations avec les Grecs, les Russes, orthodoxie oblige. Et donc, ça pouvait se faire. Et puis, ça n'a pas marché. Les Américains ont obligé les Turcs à dire non. Et donc, Blue Stream, optionnel, terminé. Le rêve des Américains, eux, c'est de faire ce que vous avez en haut à gauche, Nabucco, comme le nom de l'opéra. Et le Nabucco, c'était l'idée d'empêcher les Russes d'exporter leur gaz, donc de prendre le gaz de l'Azerbaïdjan, d'où le soutien indéfectible des Américains à l'Azerbaïdjan, de traverser la Turquie, puis de passer par les Balkans, d'où le grand intérêt aussi des Américains pour les Balkans, et de pouvoir ainsi approvisionner l'Europe occidentale. Nabucco va échouer grâce à l'opposition des Russes, comme Blue Stream a échoué grâce à l'opposition des Américains. Ils se sont en quelque sorte neutralisés. Et donc, si vous voyez cette guerre des gazoducs, qui est tout à fait passionnante à suivre, vous avez donc là, en haut, Nord Stream, ça a marché, et en bas, vous avez le grand projet russe, South Stream, qui, après avoir voulu passer par la Turquie, on voulait aller directement en Bulgarie
pour se scinder les uns vers l'Autriche et les autres vers l'Italie. C'était le grand projet russe et ça n'a pas marché. Et vous savez pourquoi ça n'a pas marché? Parce que la Bulgarie a fait défaut. Pourtant, Bulgarie, Russie, ça pouvait marcher. Mais John McCain, dont vous avez vu la photo tout à l'heure parmi les néoconservateurs bellicistes, John McCain a fait une opportune visite à la Bulgarie juste avant que les négociations commencent entre Russes et Bulgares. On ne sait jamais ce qu'il s'est dit avec le dirigeant bulgare Dimitrov, mais en tout cas, Dimitrov a suspendu les négociations avec la Russie et la Bulgarie a refusé que South Stream passe par son pays. Depuis, comme il est ruiné et que les Américains l'ont plus ou moins lâché, parce qu'on a découvert que Dimitrov, aux surprises, enseignait communiste devenu opportunément démocrate était un corrompu, eh bien les Américains l'ont lâché et récemment, Dimitrov est allé à Moscou demander pardon à Poutine pour cette erreur. Avant que Poutine lui pardonne, il va se passer quand même un peu de temps. Mais Nabucco, pareil, le grand projet américain qui part donc d'Azerbaïdjan, qui passe par la Géorgie, la Turquie, qui remontait les Balkans et qui allait jusqu'à Vienne, puis après, idée arrosée l'Allemagne, la France et l'Italie. Pareil, les Russes ont réussi à le torpiller grâce à la Turquie, figurez-vous. Et c'est là où vous rentrez dans la complexité des relations entre les Turcs et les Russes. Quelquefois, on se dit, mais comment ils peuvent s'entendre? Eh bien, ils s'entendent grâce à ça, figurez-vous, grâce au gaz. Et donc, c'est tout à fait important d'avoir le schéma en tête. Quand quelquefois, on se dit, mais comment Poutine, en Arménie, le Haut-Karabakh, comment il a pu tolérer tout ça? Il est allié avec l'Arménie. Eh oui, mais vous avez vu, il y a la mer Caspienne pour l'Azerbaïdjan. Et puis, il y a la Turquie qui est devenue un pays absolument incontournable. Et donc, les Russes ont finalement se sont contentés dans un premier temps, mais c'est pas si mal, c'est un début de victoire. Eh bien, les Russes ont fait leur gazoduc à travers la mer Noire qui aboutit en Turquie. Ils l'ont inauguré il n'y a pas si longtemps, il y a un petit peu plus d'un an, près de Constantinople, près d'Istanbul. Ils ont inauguré ce gazoduc qui après, peut-être, ira en Grèce. Et donc, la pauvre Arménie dans l'affaire, vous la voyez là, le gazoduc fait un long virage pour éviter l'Arménie et pour qu'elle ne touche surtout pas un royalties, pas un bénéfice de cette exportation de pétrole. Et donc, l'Arménie, elle a sacrifié de l'affaire. Et si la Russie n'était pas son allié, pas indéfectible, mais presque, eh bien, je ne donnerais pas cher de sa peau. Et là, coincée entre la Turquie, la Géorgie et l'Azerbaïdjan, la pauvre Arménie, pardon pour mon tropisme arménien, vous connaissez en plus cette carte, mais je n'ai pas pu m'empêcher de vous la remontrer. Non seulement elle n'a pas d'accès à la mer, mais en plus, aucun gazoduc ni pétrole ne passe par l'Arménie. Autre terrain très intéressant, la Méditerranée orientale. La Méditerranée orientale, figurez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, on y a découvert du gaz, notamment tout autour de Chypre et pas si loin des côtes syriennes, libanaises, israéliennes. Vous vous rendez compte du chaudron que ça peut représenter. Les Égyptiens ne sont pas loin et les Grecs, évidemment, sont très présents avec toutes leurs îles. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles vous avez eu des regains de tension autour de Chypre. C'est une des raisons pour lesquelles vous avez vu de nombreux bateaux turcs se promener, je vous le montre là, autour de Chypre pour y commencer des premiers forages parfaitement illégaux. Et donc, les bateaux turcs faisant des provocations contre les bateaux français, italiens qui foraient autour de Chypre, mais avec l'autorisation des Chypriotes et même à leur demande, eh bien, on s'est lancé dans une négociation extrêmement complexe entre les pays qui bénéficiaient de ces découvertes, et c'est là où les aides, les zones économiques exclusives qui sont plus larges que les eaux territoriales classiques, c'est là où les aides, de tous ces pays-là ont pris tout leur sens. Et donc, vous avez vu des négociations improbables entre Libanais, Israéliens et même Palestiniens, puisque la bande de Gaza donne accès à la mer. Et la bande de Gaza, là, juridiquement, Israël ne pouvait pas l'éliminer. Et donc, les Palestiniens, les Chypriotes et les Grecs ont tous discuté ensemble pour savoir comment ils allaient pouvoir exploiter leur gaz en contournant la Turquie, avec qui ils n'avaient aucune envie de partager le gâteau. De toute façon, les Grecs sont incontournables dans l'histoire, vous le voyez sur la carte, les Chypriotes également, et les Chypriotes et les Turcs, comme vous le savez, le tiers de l'île de Chypre est occupé illégalement par la Turquie. Eh bien, les Chypriotes, avant qu'ils traitent avec les Turcs, il va se passer un peu de temps.
Et donc tous ces pays se sont parfaitement entendus pour préparer un immense projet de gazoduc qui s'appellera EastMed et qui partira de ces zones que vous voyez en bas. Aphrodite, évidemment, c'est pour Chypre, parce que vous savez que la déesse Aphrodite est censée être née à Chypre. Et puis en dessous, Léviathan, qui est plus israélien, Tamar, Dalit, Marie, et puis d'autres gisements que vous ne voyez pas, qui sont égyptiens. Les Libanais n'ont pas encore foré, mais on sait qu'il y en a aussi. Les Syriens sont hors d'état de forêt, mais ça viendra un peu. Bref, tous ces grands gisements peuvent donner lieu à un immense gazoduc qui s'appellera EastMed et qui traversera la Méditerranée pour venir, là aussi, approvisionner l'Europe occidentale. Et donc, cette organisation juridique met totalement de côté la Turquie, qui est folle de rage, parce qu'elle a très peu de gaz, et pas de pétrole. Et donc, ce gisement de gaz, elle veut absolument avoir sa part de gâteau, et ce qui la rend folle, ce sont toutes les petites îles grecques que vous voyez en haut à gauche, minuscules. La plus grosse, là, vous voyez, c'est Rhodes, qui est à 2 encablures. D'ailleurs, quand on est à Rhodes, on voit les côtes turques très, très visiblement, et on se dit, en face, c'est la Turquie, et là, je suis à Rhodes. C'est un autre monde, en réalité. Les chevaliers de Rhodes, c'est très beau, d'ailleurs, je vous recommande également le voyage. Eh bien, toutes ces îles créent des droits supplémentaires pour la Grèce, dont la Turquie ne veut pas entendre parler, d'où ces menaces et d'où toute sa stratégie libyenne. Si la Turquie s'est autant intéressée à la Libye, c'est bien sûr pour des raisons stratégiques, bien sûr l'Empire ottoman a conquis la Libye à une époque, bien sûr c'est pour des raisons de restauration en quelque sorte d'un islamo-nationalisme ottoman, même si l'Empire ottoman n'était pas si islamo-nationaliste que ça, mais passons, eh bien c'était pour recréer la puissance turque. Mais s'il n'y avait pas eu de gaz ni de pétrole en Libye, bon, je ne suis pas sûr qu'il se serait autant intéressé, mais également, si la Libye n'avait pas des droits de mer, des aides elles aussi importants, eh bien là non plus, peut-être que la Turquie n'aurait pas autant investi, parce qu'ils ont beaucoup investi en Libye. Eh bien, ils ont donc fait un accord, la Turquie et la Libye, pour se partager en quelque sorte cette mer Méditerranée, avec les droits de la Turquie plus les droits de la Libye, faisant totalement fi des droits de la Grèce. Vous voyez Chypre à droite, c'est comme si elle n'existait pas. Vous voyez tout en haut Rhodes, la petite île de Rhodes dont je vous parlais à l'instant n'existe pas. Et puis la Crète, c'est quand même pas rien la Crète. Eh bien, la Crète n'existe pas non plus. Elle ne crée aucun droit maritime. En fait, les Turcs ont raisonné comme si ces îles ne créaient pas de droit maritime. C'est quand même extraordinaire quand on y pense. Alors évidemment, tout ça est complètement illégal. Mais Erdogan s'est dit, moi je signe cet accord et puis on verra bien après, je me crée des droits. Alors ça a rendu les Égyptiens fous, ça a rendu les Chypriotes fous de rage et les Grecs, évidemment. Cette installation, en passant, nous on a fait une brillante intervention en Libye, je vous en ai parlé avec les Américains et les Anglais, dans l'addition des bêtises, là on s'est surpassé, et aujourd'hui, la Libye, avec son pétrole, et ses droits maritimes, et ces droits qu'elle se crée sur la Méditerranée, dont on sait maintenant qu'il y a énormément de gaz. C'est pas aussi gigantesque que le Qatar ou l'Iran, mais tout de même, il y en a énormément. Eh bien, nous, on a perdu la Libye au profit de la Turquie et de la Russie. Et c'est pour ça qu'ils ne se haïront jamais tout à fait, parce que là, ils ont des accords quand même très forts. Ils se sont partagés. Si vous voyez cette carte, vous coupez à peu près en deux. Prenez la partie gauche, c'était la Turquie. La partie droite, c'était la Russie, qui a bien joué parce qu'elle a quand même pris la majorité des champs de pétrole et de gaz. Mais la Turquie, elle, d'abord, elle en a quand même un petit peu. Et puis surtout, elle a conquis ses droits maritimes tout à fait essentiels. Alors les Américains, là-dedans, ils ont un peu perdu la main. Ils ne sont pas du tout présents en Méditerranée orientale. La Libye, ils ne sont pas. La Syrie, ça n'a pas marché. La mer Caspienne, ils sont totalement évincés. Ça ne va pas du tout, cette histoire. Donc, contre-attaque. L'initiative des 3 mers. Les 3 mers, c'est l'Adriatique, la Baltique et la mer Noire. Ça, c'est la dernière stratégie américaine dont on parle peu. Il faut que vous l'ayez bien en tête parce que ça va jouer des rôles très importants. C'est quoi l'idée ? L'idée, c'est que l'Amérique puisse exporter son gaz de schiste, qui coûte très cher, 3 fois plus cher que le gaz russe. C'est pas grave. On l'exporte à la force du poignet, par des menaces, des intimidations, des cajoleries, des chèques, tout ce qu'on veut. Ils savent faire. Et donc, on partirait en bas de l'Adriatique,
qui serait la réception, et donc la Croatie en l'occurrence, qui serait le réceptacle des importations américaines, des exportations américaines, et des importations européennes. Et comme ça, on fait remonter ça jusqu'à la Baltique. Les pays baltes, comme je vous l'ai dit, n'attendent que ça. La Pologne, que vous voyez juste en dessous aussi. Puis les autres pays, après tout, c'est une question de prix, c'est une question de stratégie. Peut-être que même des pays comme la Hongrie, Orban aime bien Poutine, mais peut-être aussi, il a ses propres intérêts également. Peut-être que si les Américains font des efforts sur les prix, puis ça diversifie les approvisionnements. Et puis de l'autre côté, il y a la mer Noire, et donc il y a notre petite Bulgarie, et la Roumanie qui est là. Et donc, tout ça peut jouer en faveur des exportations américaines. Alors, vous allez me dire quand même, qu'est-ce qui nous met Mbappé et Macron? Macron qui ne peut pas embrasser tous les hommes qui croient, c'est toujours stupéfiant ces images. Quoi qu'il en soit, ça c'est la finale de la Coupe du Monde qu'on a gagnée contre les Croates. Rencontre informelle entre la présidente croate que vous avez à droite et Emmanuel Macron, qui après avoir fait son bisou à Mbappé, va longuement discuter avec la présidente croate, et notamment de cette stratégie des trois mers, et notamment de ce gaz américain, de ce gaz de schiste américain. Macron, c'est pas le russophobe, le pire de l'histoire. Lui, il est plutôt pragmatique dans ce domaine-là. Il n'est pas du tout prêt, d'ailleurs Angela Merkel est sur la même ligne, il n'est pas du tout prêt à payer 3 fois le prix du gaz, sous prétexte que Biden serait plus gentil, enfin à l'époque c'était Trump, mais sous prétexte que Trump ou Biden seraient plus gentils que Poutine. C'est pas son tropisme, ça. Par contre, ne pas dépendre totalement du gaz russe, ça c'est un sujet. En tout cas, la Croatie, elle, est très intéressée dans l'histoire. Et donc, cette présidente croate que vous voyez là, et qui est donc avec Trump, pourquoi j'ai choisi cette photo avec le sigle OTAN derrière? Parce que figurez-vous que cette brave présidente croate est l'ancienne secrétaire générale adjointe de l'OTAN. Rien que ça. Autant dire, pour parler un peu brutalement, que c'est un agent américain. Donc, elle est à fond dans cette histoire d'importation pour faire, comme on dit dans ces anglicismes affreux, le hub gazier croate, qui ferait l'importation du gaz américain pour le répandre sur le triangle dont vous avez vu la carte tout à l'heure. Alors, ils veulent faire ça dans une île, au large d'une île paradisiaque croate. Vous savez que la Croatie est une très belle côte avec de très nombreuses îles absolument paradisiaques. Et ils ont tous les mouvements écolos sur le dos, donc c'est quand même pas fait. C'est quand même pas fait. Pour une fois, les mouvements écolos ont du bon, mais il n'y a pas besoin d'être écolo pour aimer la nature et ne pas forcément aimer son saccage. En tout cas, dans cette stratégie gazière américaine, la géopolitique, il y a toute sa place parce qu'on assiste à un rapprochement de plus en plus fort entre certains pays des Balkans et les États-Unis. Ce n'est pas pour rien, et on l'a vu au cours de la conférence, l'avant-dernière conférence, que les États-Unis se sont autant intéressés aux Balkans et ont pris pied dans les Balkans. Le gaz y avait grandement sa part. Et donc le rêve américain, c'est pas le même rêve du début, c'est celui-là. Vous avez l'île de Kirk, vous pourrez regarder sur Internet l'île de Kirk, vous y verrez des paysages magnifiques, l'île de Kirk, et ça pourrait remonter ainsi toute la Croatie, la Hongrie, la Slovaquie, un petit détour par la Tchéquie pour qu'elle puisse toucher un peu de sous et toucher un peu son gaz, et puis la Pologne. Et la Pologne a déjà inauguré un premier tronçon, figurez-vous, en 2017. Depuis, ça n'a pas beaucoup progressé, mais la Pologne est là en première ligne parce que ça va embêter les Russes. Et il suffit de dire à un Polonais, ça va embêter les Russes, pour que le Polonais dise « Ah bon, alors c'est très intéressant ». Alors, la révolution dans tout ça, la révolution, c'est le schiste. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les États-Unis, qui avaient un rôle de producteur marginal, ont retrouvé un rôle de producteur fondamental. La France a du schiste, comme vous le voyez. Vous voyez la légende, pays qui rejette l'exploration. On a décidé de ne pas chercher. On a beaucoup de gaz de schiste en France. On a décidé de ne pas explorer au nom de la protection de la nature et du rejet des fractures, on appelle les fractures hydrauliques. Oui, sauf qu'ils ont beaucoup progressé et qu'on fait aujourd'hui des fractures hydrauliques beaucoup, beaucoup plus légères qu'avant. Donc, petit à petit, le cercle des pays qui vont se pencher sur le pétrole et le gaz de schiste va nécessairement augmenter. Donc, vous avez les pays qui songent à explorer, les pays qui se sont lancés dans l'exploration, comme la Russie, la Chine et l'Australie, et les pays qui exploitent déjà massivement, le Canada et les États-Unis. Alors ça, c'est une révolution parce que ça fait du coup des États-Unis, figurez-vous, le plus gros producteur mondial de pétrole, grâce au pétrole de schiste. En fait, il faut bien avoir les idées claires là-dessus, pétrole de schiste et gaz de schiste,
on peut penser que c'est pas la même chose. Pour les États-Unis, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont du pétrole de schiste, ils ont du gaz de schiste, ils ont la chance d'avoir les deux. Et donc, ils sont redevenus des gros producteurs et en pétrole et en gaz, grâce au pétrole de schiste et grâce au gaz de schiste. Et donc, ils ont même dépassé l'Arabie saoudite en production aujourd'hui. C'est quand même fou. Et donc, l'Arabie saoudite est deuxième et la Russie est troisième. Et de ce fait, changement géopolitique, encore un lien entre pétrole, gaz et géopolitique, les liens sont constants, on pourrait en parler des jours. Eh bien, l'Arabie saoudite, elle a parfaitement pris conscience de ça, est devenue un allié moins indispensable. L'Arabie saoudite, pendant des décennies, ça a été le robinet du pétrole des États-Unis. C'est-à-dire que c'était tout à fait fondamental pour les États-Unis qu'il y ait stabilité. On envoie le GIGN pour sauver la mosquée, sauver le régime. Et donc, la grande mosquée de la Mecque, c'est quand même pas rien. Et donc, cette position stratégique de l'Arabie saoudite est en train de s'effriter, de se fragiliser, parce qu'aujourd'hui, l'Arabie saoudite, le robinet saoudien, n'est plus indispensable aux Américains. Et ça, évidemment, ça change tout. D'autres pays, du coup, apparaissent. Le Venezuela. On en parle un peu du Venezuela depuis quelque temps. Pourquoi on en parle un peu du Venezuela? Mais à cause de ça. Regardez les réserves prouvées de pétrole. Alors, les chiffres sont très sujets à caution pour des tas de raisons techniques, et certains pays augmentent leur capacité de réserve de façon importante pour des raisons quelquefois qui sont liées au quota de répartition de l'OPEP. Bon, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, ce qui est à peu près sûr, c'est que les pays qui ont les réserves de pétrole les plus importantes, ce sont le Venezuela et l'Arabie saoudite. Donc le Venezuela est devenu un enjeu majeur. Et vous vous rappelez peut-être la tentative américaine de coup d'État au Venezuela. Tout ça parce que à droite, Nicolás Maduro, le socialiste, qui gère très mal son pays, ça c'est entendu, mais le Venezuela est également étouffé par les sanctions américaines, comme l'Iran, comme la Syrie. Et donc les Américains continuent de ruiner un pays déjà ruiné, mais je ne remets pas en cause l'incapacité de Nicolás Maduro, bien évidemment. Je ne le défends pas, j'ai aucune sympathie pour Nicolás Maduro. Mais c'est très intéressant d'observer que tout à coup, les projecteurs de la planète, sans jamais nous dire la vraie raison, étaient braqués sur l'abominable Nicolás Maduro. Et donc, à droite, vous avez le président de l'Assemblée nationale vénézuélienne, qui s'appelle Juan Guaidó. Et ce Juan Guaidó, qui a pourtant perdu les élections, évidemment les Américains ont dit que c'était truqué, allez savoir. Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Et Juan Guaidó, lui, à l'instigation de John Bolton, le conseiller de Trump. Trump avait dit qu'est-ce qu'on fait pour le Venezuela, et John Bolton, le conseiller avec la belle moustache, vous savez, avait dit eh bien, on va faire un coup d'État, on va organiser la prise du pouvoir par Juan Guaidó. Et donc Juan Guaidó se proclame président du Venezuela au détriment de Nicolás Maduro. Et le plan derrière, c'était que l'armée vénézuélienne, parce que tout le monde disait que les soldats vénézuéliens n'étaient plus payés, que l'armée vénézuélienne allait basculer du camp de Juan Guaidó pour après avoir les dollars américains. Ça n'a pas du tout marché. Juan Guaidó aujourd'hui est mort, fini ruiné, et puis de toute façon, il est apparu aux yeux du peuple vénézuélien, qui est quand même aussi un peu chatouilleux en matière de patriotisme, il est apparu comme vraiment l'agent des Américains. Donc, le coup d'État a échoué. Nicolás Maduro, qui opportunément a vu à ce moment-là quelques avions russes et chinois atterrir sur l'aérodrome de Caracas, eh bien, ce jeu à trois bandes entre la Chine, la Russie et les États-Unis a été gagné pour l'instant par la Chine et la Russie. Le Venezuela continue à s'enfoncer dans la pauvreté. On estime que 15% des Vénézuéliens aujourd'hui ne mangent pas à leur faim, mais il faut aussi être complet. Autant la gestion socialiste de Maduro est une catastrophe, autant s'il n'y avait pas de sanctions américaines, le Venezuela pourrait exporter son pétrole et vivre normalement. Et alors, je termine par là. J'ai dépassé longtemps, mais vous avez l'habitude et je sais que vous ne m'en voulez pas. Et si j'en juge au nombre de personnes inscrites, ça n'a pas bougé depuis le début. Et donc, c'est tout à fait bon signe. Merci de votre patience. Eh bien, les bannis. Pourquoi je les ai appelés les bannis? Eh bien, à gauche, vous avez le héros de notre prochaine conférence, Xi Jinping, et à droite, donc, Rouhani, le président iranien, qui risque fort, je le crains, le malheureux, de perdre
les prochaines élections en Iran. Parce que, je fais une toute petite parenthèse, en plus il y a un monsieur très gentiment qui me dit poursuivez, donc je poursuis un tout petit peu puisque je suis encouragé. Vous vous rappelez que lorsqu'on avait parlé des États-Unis, je vous ai fait part de mes réserves sur Trump en matière de politique étrangère. Quand je critique Trump, je me fais souvent gronder par mes amis qui disent enfin Trump formidable, il est pro-life, il est contre l'avortement, il est pour ceci, il est contre l'immigration. Je dis, mais je suis d'accord avec tout ça, mais le sujet c'est la géopolitique, c'est pas la politique intérieure américaine. Je ne dis pas que si j'étais américain, je ne voterais pas Trump, c'est pas le sujet. Mais en politique extérieure, vous remarquerez que la politique extérieure, quel que soit le président américain, ne change pas grand-chose, finalement. C'est-à-dire que si on voit les interventions calamiteuses, mensongères des États-Unis, l'Irak, c'était 2 présidents républicains, George Bush père, George Bush fils, mais le Kosovo, c'était Bill Clinton, démocrate, et puis la Libye, c'était Obama, démocrate. Et donc, en matière de politique extérieure, il n'y a plus vraiment de démocrates, il n'y a plus vraiment de républicains. C'est ça le problème. Ils vont raisonner de la même façon. Franklin Roosevelt, qui fait le pacte du Quincy en 1945, lui qui avait toujours les droits de l'homme et la barbarie nazie et fasciste à la bouche, la barbarie de l'Arabie Saoudite, ça le dérangeait, mais absolument pas. Les milliers de personnes décapitées tous les ans en Arabie Saoudite, beaucoup pour des droits communs, mais beaucoup aussi pour des raisons purement politiques. Mais alors là, pour le coup, ça ne le dérangeait en rien. Et donc, pourquoi ? Mais parce qu'il y a une cohérence américaine. L'Amérique veut dominer le monde, c'est la destinée manifeste dont on a parlé. Eh bien, pour dominer le monde, il faut affaiblir les autres. Et lorsque finalement Obama s'était laissé convaincre par l'ensemble de l'Europe occidentale qu'il fallait arrêter d'ostraciser l'Iran, que c'était un danger, que c'était une bêtise, et qu'indépendamment de ça, l'Iran, c'était un formidable marché de 80 millions de personnes, au niveau de vie relativement élevé, et qu'il fallait faire un accord nucléaire et que l'Iran puisse remener une vie normale, et que c'était le seul moyen de modérer un peu après le régime des Mollahs, et c'est pour ça que Rouhani a été élu. C'est le moins, je ne veux pas dire c'est le plus modéré, enfin c'est le moins extrémiste des Mollahs en tout cas. Eh bien, il risque fort d'être évincé de la présidence, de perdre des élections, parce que Trump a quitté l'accord nucléaire iranien, et je considère que c'est une bêtise absolument majeure. Donc les Iraniens aujourd'hui sont acculés, comme les Russes d'ailleurs, que l'on charge de tous les péchés de la terre à tout moment. Que font ces gens du coup ? Ils vont vers un autre pays, lequel ? La Chine, évidemment. Et donc, récemment, très récemment, il y a même pas 3 semaines, Xi Jinping est allé à Téhéran rencontrer Rouhani. Et là, malgré les différences de culture considérables, ils se sont très très bien entendus, rassurez-vous. Xi Jinping dit « moi j'ai beaucoup d'argent » et Rouhani répond poliment « ça tombe bien, moi j'ai beaucoup de gaz et beaucoup de pétrole ». Ils vont trouver un accord très très bien. Et donc l'accord qui va démarrer en 2023-2024, il y a beaucoup de choses à négocier, mais c'est un accord sur plusieurs décennies, tenez-vous bien, et sur des milliers de milliards de dollars. C'est-à-dire que ça contourne les sanctions américaines. Les Chinois, eux, que ça les émeut assez peu de ne pas pouvoir traiter en dollars. De toute façon, eux aussi sont totalement sous sanctions américaines. Encore une erreur de Trump. C'est pas comme ça qu'il fallait prendre le problème chinois. En le sanctionnant, ça n'a pas de sens. Ça ne peut le rendre que plus agressif. Ça l'a convaincu de renforcer massivement son armée pour pouvoir se défendre si jamais un jour il était attaqué. Et aujourd'hui, plus personne ne peut attaquer la Chine sérieusement. Et donc, cette politique de l'ostracisme, ça ne marche pas. Il faut que les Américains comprennent ça. Biden, lui, dit qu'il va redesserrer un tout petit peu l'étau sur l'Iran, mais le renforcer sur la Chine. Je considère encore là que c'est une erreur. Ça ne sert à rien de faire ce genre de choses. Et quant à Biden, alors lui, il est reparti dans une russophobie intense et toute l'agitation qu'il y a eu en Ukraine ces derniers jours était liée vraiment à une volonté des Américains de redurcir un peu le ton, déjà pour étendre encore les sanctions contre la Russie, et puis s'installer en Ukraine et faire définitivement basculer l'Ukraine dans le camp de l'OTAN. Donc tous ces bannis, ils se retrouvent au bout d'un moment. Et vous aurez des sommets, vous aurez Rouhani, Xi Jinping, Poutine, tous les bannis, et puis un jour il y aura Orban, pourquoi pas, il n'est pas poli, et donc on finira par le virer de l'Europe. Déjà son groupe a été renvoyé du Parlement européen. Et donc cet accord entre bannis, c'est typique de ce qui va se passer dans les années à venir. C'est-à-dire que les Américains
C'est vous savez, le complexe de Thucydide dont je vous parlais. Les Américains ne veulent pas perdre leur place de numéro 1 mondial en matière de puissance économique. Moi, je crois qu'ils vont le perdre un jour ou l'autre. Très dangereux les pronostics, mais quand même, ils sont partis pour le perdre. Et au lieu de trouver des parades commerciales, et pourquoi pas des accords, eh bien, ils se lancent dans la guerre commerciale, parce qu'ils n'ont toujours agi que comme ça. C'est-à-dire, tu es faible, donc je t'intimide, et je te paye, et à ce moment-là, ça va bien. Tu es fort, je te menace fortement, et comme j'ai la plus forte armée du monde, tu seras bien obligé de céder. Mais les Américains n'ont pas encore compris, cette période est révolue. Cette période est révolue. Trump avait compris quand même une chose, c'est qu'on était passé de l'unilatéralisme au multilatéralisme. C'est-à-dire qu'il faut maintenant développer des relations par pays. Eh bien, les Américains n'ont toujours pas compris, quand même globalement, que les barrages contre les Iraniens, les Russes, les Chinois, parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils ne respectent pas les droits de l'homme, et tout le monde sait que c'est une hypocrisie gigantesque, ça ne sert à rien. Ça va ne faire que les renforcer. Et donc, tout ceci explique pourquoi les Américains sont aussi agressifs contre les Russes à travers le truchement du gaz et du pétrole, et pourquoi les Russes arrivent à très bien s'entendre avec toutes les puissances musulmanes, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Quelquefois, on dit, mais Poutine, le grand chrétien, est allé en Syrie pour sauver les chrétiens de Syrie. C'est une donnée, mais ça n'est qu'une donnée. Ils n'ont pas non plus envoyé leur armée pour sauver le Haut-Karabakh contre les musulmans azéris. Et donc, il faut bien comprendre que derrière, il y a le gaz et le pétrole. Et c'est pour ça que le gaz et le pétrole, sans être l'alpha et l'oméga de toute la géopolitique mondiale, c'est quand même malgré tout un instrument essentiel de politique. Et cette photo entre Xi Jinping et Rouhani, vous ne voyez qu'une seule chose derrière, c'est le gaz et le pétrole. Voilà, je vous remercie. J'espère que ça vous a intéressé, en sachant bien que tout ça, c'était des photographies assez ponctuelles sur telle ou telle zone, et on aurait pu évidemment étendre l'exposé à d'autres zones, mais j'ai choisi les zones les plus instables, les plus fortes en matière de géopolitique. Et donc, dans 3 semaines, on va parler de la Chine. Ce sera la conclusion de ces 7 conférences qui, j'espère, vous ont bien intéressé. Alors, j'ai quelques questions. Auriez-vous les références d'un livre décrivant cette opération de désinformation concernant l'affaire koweïtienne ? Oui, il y a plusieurs livres, mais alors là, cher monsieur, je vous reconnais, je sais que c'est vous qui avez qui m'aviez envoyé un mail, vous avez tous mon mail, je le redonne pour ceux qui veulent me poser des questions par mail, delacosteantoine@gmail.com. Donc, si ça vous ennuie pas de me reposer la question, je vais reprendre mes livres que j'ai pas tous là à portée de main et je vous répondrai, mais c'est dit dans plusieurs livres, hein, il y a vraiment pas de complotisme derrière. Est-ce exact que les Américains auraient poussé Saddam à envahir le Koweït au travers de l'ambassadeur à Bagdad ? Eh bien, cher monsieur, je ne suis pas absolument convaincu de cette histoire. Je l'ai beaucoup lu et je ne suis pas convaincu que les Américains aient poussé Saddam. Ce qu'on peut penser, c'est qu'en effet, il y a eu une visite de l'ambassadeur américain à Saddam Hussein quelque temps avant l'invasion et que Saddam Hussein lui a fait part de ses intentions d'envahir le Koweït. Ça, c'est à peu près établi. Mais il n'est pas établi que l'ambassadeur américain, je crois que c'était une ambassadrice d'ailleurs, je crois que c'était une femme, ait vraiment donné son feu vert. Et ce qui est sûr, c'est qu'elle lui a pas dit non, sinon on va vous taper dessus. Ça, c'est sûr, elle l'a pas dit. Mais elle n'avait pas spécialement d'ordre, elle n'avait pas spécialement de consignes. Et moi, je pense qu'il y avait un peu de flottement à ce moment-là chez les Américains et qu'ils ne savaient pas trop. Ils ne savaient pas si Saddam oserait, ils ne savaient pas si vraiment ils allaient lui taper dessus, il fallait sonder les alliés, tout ça était un peu précipité. Donc je ne suis pas convaincu. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne l'ont pas dissuadé et que finalement, une fois que ça s'est fait, ils étaient bien contents et ils se sont dit, bon allez, maintenant on cogne et on en empêche. Mais je ne suis pas convaincu de ça. On ne peut pas non plus complètement l'exclure. Il n'y a pas de certitude et je ne veux pas vous en donner alors qu'elles ne sont pas complètement établies. Et dernière question, cher monsieur, la Russie et la Chine est un pays à peu près sans dette. Oui, ça c'est vrai. D'importantes réserves. Les États-Unis s'enfoncent dans des dettes qu'ils ne pourront honorer. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que la Russie est un pays sans dette, ça c'est vrai. Ils ont des réserves financières importantes, c'est incontestable. Mais à l'échelle des besoins de la Russie, c'est quand même pas suffisant. Le niveau de vie moyen des Américains, le niveau de vie moyen des Russes est sans commune mesure. Alors on dirait c'est pas tout à fait le même sujet, c'est vrai,
C'est vrai, mais tout de même, les réserves financières américaines sont très loin d'être négligeables, ils ne sont pas prêts de faire faillite, ça c'est sûr, mais tout de même, ça ne leur donne pas un levier suffisant. Vous voyez, la reconstruction de la Syrie, par exemple. La reconstruction de la Syrie, c'est évalué, tenez-vous bien, à 350 milliards de dollars. Les Américains ne veulent pas y participer, les Chinois commencent à regarder, les pays du Golfe se disent quand même qu'il faut sortir de cette histoire, mais la logique, c'est que les Russes s'installent et le font, ils ne peuvent pas le faire pour des raisons financières, c'est trop cher pour eux. Donc, leurs réserves sont importantes, alors les Américains s'enfoncent dans des dettes qu'ils ne pourront honorer. Les Américains ont toujours fait ça. Et l'Europe aussi, d'ailleurs, est en train de le faire. Et pas seulement depuis le Covid, mais également depuis la crise financière de 2007. Et donc, je pense que les Américains sont toujours capables de faire fonctionner la planche à billets. Et qu'au pire du pire, si jamais, à un moment donné, leur dette leur pose un problème majeur, ils ont un levier fiscal énorme aux États-Unis, énorme. Les impôts sont très très bas aux États-Unis. Nous, Français, on n'a pas idée de la faiblesse des impôts ailleurs. Et les impôts américains sont très faibles. Donc là, déjà, ils ont un levier fiscal considérable. Et puis au pire, ils émettent des milliards et des milliers de milliards de dollars de dettes. Et ils demanderont poliment aux Saoudiens, aux Japonais, qui ont beaucoup de réserves financières, à toutes les grandes puissances gazières et pétrolières de la planète, ils leur demanderont poliment de les acheter et les autres leur achèteront. Donc il ne faut pas, moi je ne mise pas là-dessus. Objectivement, je ne mise pas là-dessus. Et je pense que les réserves financières américaines, la dette américaine ne plongera pas le pays. Elle peut le handicaper ponctuellement, mais sans plus. Alors, j'ai une question d'une dame. Comment arriverait le gaz américain jusqu'en Croatie? Par bateau, chère madame. Tout simplement par bateau. Ça arriverait par bateau, c'est-à-dire que ce qui renforce le coût, évidemment. Parce que si un gazoduc est compliqué et cher à construire, une fois qu'il est construit, il est construit. Tandis que le bateau, pas cher à l'unité, mais à force, ça fait beaucoup. Et donc, c'est ça la grande idée américaine, c'est d'exporter tout son gaz de schiste par bateau et de faire une grande plateforme dans cette île de KRK, là, je ne sais pas comment on le prononce en croate, de KRK qui réceptionnerait à travers une grande zone portuaire tous les bateaux américains qui amèneraient ce gaz de schiste. Et donc sous forme de gaz liquéfié, ce qu'on appelle le GPL, je crois, quelque chose comme ça. Et donc ça renchérit considérablement le coût, c'est-à-dire que quels que soient les efforts américains pour diminuer le coût du gaz, de toute façon, il sera toujours beaucoup plus cher que le gaz russe. Monsieur ajoute, les Américains avaient le dollar, ne sont-ils pas en train de perdre ce monopole lentement? C'est vrai, c'est la grande stratégie en fait russo-chinoise, c'est-à-dire arriver à prendre la place du dollar, tout au moins, prendre la place du dollar, non, mais tout au moins à diminuer son importance. Toutes les transactions de pétrole dans le monde, officielles, sauf les clandestines, officielles, se font en dollars. Donc évidemment, c'est pareil pour le gaz. Et donc ça donne un levier aux Américains absolument considérable. Tous les prix du baril dans le monde entier, que ce soit au Venezuela, que ce soit autour de la mer Caspienne, c'est le dollar, vous vous rendez compte? Donc tant ils n'arriveront pas à supplanter le dollar, au moins pour les échanges entre eux, eh bien évidemment, ça donnera un levier considérable aux Américains pour leurs sanctions. Donc vous avez raison, cher monsieur, c'est en effet l'enjeu pour les années qui viennent, un des enjeux tout à fait importants, c'est de faire perdre aux Américains le monopole de la devise avec laquelle on traite les matières premières, le gaz et le pétrole. Voilà, écoutez, c'était la dernière question. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité, j'espère que ça vous a intéressé et je vous donne rendez-vous dans 3 semaines pour que nous concluions avec la Chine. La Chine dominera-t-elle le 21e siècle? Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.